Nous allons démarrer maintenant donc cette première réunion, ce forum de lancement de la concertation préalable pour le projet Emeraude, une concertation qui est portée à la fois par le porteur de projet Élise Énergie en partenariat avec le RTE, donc vous dira quelques mots dans quelques instants. Nous sommes accueillis dans cette très belle salle du GIE qui nous offre des conditions d'accueil extrêmement favorables. Une transition assez vite trouvée pour donner la parole à Karl Patois, qui est administrateur du GIE Osiris, qui nous accueille. Monsieur Patois. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regardent de loin. C'est avec grand plaisir que je vous accueille ici à Kémio, au sein de la plateforme Les Roches-Roussillon. Je suis l'administrateur du groupement d'intérêt économique Osiris, qui fournit des services à tous les industriels de la plateforme, et donc demain espère bien fournir beaucoup de services à Élise dans le projet Emeraude, et puis qui aussi administre la plateforme, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la plateforme, nous avons un droit de regard, et c'est ce qui permet de garantir le bien vivre ensemble entre toutes les entreprises, qui aujourd'hui sont au nombre de 16, qui sont hébergées sur la plateforme. Dans les services qu'on fournit, pour donner la palette, on va d'un service incendie avec les véhicules d'intervention jusqu'à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, ce qu'on appelle les fluides, en passant par la formation. On a même un lycée professionnel où on forme des gens par alternance, et aussi on fait le contrôle d'accès et le gardiennage. Et donc, quand on s'installe chez nous, c'est aussi un gain très favorable de ne pas avoir à se préoccuper de la clôture, de ne pas avoir à se préoccuper du poste de garde, de ne pas avoir à se préoccuper du badgeage, etc., etc. Je suis très heureux d'accueillir ce soir les équipes d'Élise Énergie et du RTE pour vous présenter leur projet Emeraude, un projet qui a eu un accueil très favorable au sein du GIE parce qu'il s'insère vraiment avec beaucoup de synergie au sein de notre écosystème industriel. Et je me suis engagé à faire très court, donc je vais passer la parole à Madame Desarnaud, présidente d'Hébert. Eh bien, écoutez, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, je vous prie d'excuser Yannick Noder, notre député qui suit l'ensemble des travaux de la plateforme ici, mais également de Aspira qui est juste au sud, et de votre dossier. Donc, saluer l'ensemble des élus qui se sont déplacés, saluer l'ensemble du monde économique et associatif, ainsi que les collaborateurs des collectivités, mesdames et messieurs. Donc, très heureuse d'être à vos côtés en ce début de soirée, donc pour le forum du lancement de la concertation préalable au projet Emeraude, porté donc par Élise Énergie ici à mes côtés. Donc, quelques mots introductifs de ma part, et je ne serai pas trop longue non plus. Donc, une mise en valeur de notre territoire et mettre aussi en avant les nombreux atouts du site retenu ici sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon. Son savoir-faire et son dynamisme, il faut le souligner, reconnue en matière d'industrialisation et de gestion des risques. La plateforme chimique gérée donc par le GIE Osiris, ici à mes côtés Karl, reconnue pour ses compétences disponibles qui font la renommée de notre plateforme. Je dis nôtre parce qu'on s'y sent vraiment bien intégré. Possibilité de desserte multimodale, ça nous y sommes vigilants également en tant qu'élus. Les différents modes de transport par barge, par train, par canalisation ou par route sont autant d'opportunités pour acheminer ou transporter les matériaux nécessaires à la mise en œuvre du projet. Et puis, opportunité également de synergie industrielle. Ce projet s'articule avec l'effort de décarbonation engagé par le GIE Osiris en offrant de réelles synergie. Et ça, c'est aussi, nous y sommes vigilants, aussi bien ici sur notre territoire, puisque nous avons écrit et mis en place depuis début 2022 un PCAET, un plan climat-air énergie territorial, avec des actions, des accompagnements, des points de vigilance et de la concertation aussi sur tout ce qui fait notre environnement. Nous travaillons aussi sur
la ressource en eau, bien très précieux et de façon très concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire et avec les industriels main dans la main. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, une phase de concertation qui s'ouvre aujourd'hui avec des ateliers thématiques, forums participatifs, etc., etc. C'est une belle entrée en matière, je trouve, avec des moments privilégiés pour le public, pour s'informer, comprendre, poser des questions aux acteurs du projet, et c'est parfait parce qu'ils sont à nos côtés. Donc moi, je souhaite à vous tous et toutes un temps d'échange vraiment constructif. Avant de conclure, et j'en suis vraiment désolée, je m'en irai après les présentations, je m'en irai parce qu'il y a aussi une réunion d'importance sur le territoire ce soir, puisque nous sommes dans l'étude de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, c'est un moment clé, moment charnière, puisque l'idée, c'est qu'il soit terminé à l'automne 2025. Donc, nous travaillons, je puis dire, en marche un petit peu forcée, puisque nous n'avons commencé à délibérer que l'année dernière, à l'automne dernier. Donc, l'idée, voilà, c'est de vraiment avoir des temps particuliers. C'en est un ce soir. Donc, voilà, je vais jongler entre les deux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment un temps constructif d'échange. Nous, les élus du territoire, Laurent, maire de Sablon, et là, mais il y a d'autres élus, restons bien entendu à votre disposition, à votre écoute, comme on le fait pour tout porteur de projet, et je suis vraiment ravie d'être à vos côtés ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame Desarnaud, merci Monsieur Patois. Le terme a été évoqué à plusieurs reprises, ce terme de concertation, puisque c'est bien cela qui nous rassemble ce soir et qui va aussi nous permettre de nous rencontrer sur les 3 prochains mois. Cette concertation préalable, elle est effectivement ouverte depuis 2 jours, depuis le 4 décembre, et elle s'achèvera le 25 février prochain. Une concertation préalable qui est un terme à la fois qu'on pense connaître, peut-être qu'on ne connaît pas si bien. C'est une procédure réglementaire qui s'impose à ce projet Emeraude par sa nature, par son budget également, on en parlera tout à l'heure de manière un peu plus détaillée, et donc qui s'inscrit pleinement dans le Code de l'environnement et dans sa réglementation en matière de participation du public au projet des territoires. Cette participation du public, elle est encadrée par une autorité qui va nous être présentée, qui est la Commission nationale du débat public, qui a été saisie par le porteur de projet Élise Énergie et RTE, qui est aussi un coporteur de ce projet au travers du raccordement électrique, nous le verrons tout à l'heure. Et donc cette saisine de la Commission nationale a donné lieu à la décision d'une concertation, mais aussi et surtout à la nomination de 3 garants qui accompagnent cette démarche de bout en bout de sa phase de préparation. Certains d'entre vous les auront rencontrés d'ores et déjà, et qui va accompagner jusqu'à son terme cette procédure. 2 d'entre eux sont présents avec nous ce soir, Valérie Dejour et Jonas Rossard, à qui je vais rapidement laisser la parole pour qu'ils puissent justement éclairer un petit peu à la fois cette commission, mais aussi cette procédure et leur rôle. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, on est les 2 dans les 3 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. La 3e étant Marion Tenay, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est aussi sur une autre concertation avec le même porteur de projet, Élise Énergie, sur le bassin de Lac, la concertation ECO, le projet ECO. Donc effectivement, elle nous a permis de faire les passerelles entre les 2 projets et les 2 démarches. Donc effectivement, ça vous a été rappelé, on est garant désigné par la Commission nationale du débat public. C'est une procédure réglementaire, c'est une procédure définie par le Code de l'environnement, mais on veut aussi dépoussiérer tout ça. C'est pas juste du réglementaire et pas juste du Code de l'environnement. On est là avant tout pour mettre du sens, de l'utilité, de l'intérêt dans cette concertation préalable. Et on va vous expliquer rapidement, on n'est pas là pour prendre trop de temps non plus en introduction, mais un peu notre rôle et les valeurs qu'on défend. Donc effectivement, Commission nationale du débat public, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu plus connue, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, c'est des autorités administratives indépendantes. Donc on est indépendant bien sûr du gouvernement, mais aussi du porteur de projet. La CNDP existe maintenant depuis 25 ans et elle est là sur des projets qui ont un impact important, significatif sur l'environnement, de défendre et de garantir le droit à l'information des habitants et à la participation
donc de pouvoir participer aux décisions qui vous concernent à proximité de chez vous. Donc c'est vraiment la fonction de la CNDP. Et nous, en tant que garant, donc du coup notre rôle, c'est d'intervenir pour garantir ça, pour vérifier que les bonnes conditions soient réunies pour vous faire participer à ce projet-là. Et en fait, on est guidé par 6 grandes valeurs qui nous permettent vraiment de guider notre action et de vérifier que, que les conditions sont bien réunies pour une bonne concertation. La première, c'est déjà la neutralité. On n'est pas là pour donner notre avis sur le projet. On reste neutre. Par contre, on est là pour garantir que les conditions du débat soient là. Et ces conditions, pour nous, pour que ce débat fonctionne, c'est déjà la transparence de l'information qu'on va vous donner pour que vous puissiez vous exprimer sur le projet, donner un avis qui soit pertinent. Il faut que vous disposiez d'une information transparente, de qualité. Donc voilà, on a vérifié ça et les énergies a joué le jeu. Donc ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est vraiment un travail qu'on a élaboré avec eux d'informations transparentes. L'indépendance aussi, je l'ai dit que la commission est une autorité administrative indépendante, ce qui veut dire que nous, Valérie et moi, on est indépendants du maître d'ouvrage. On n'est concrètement pas rémunéré par lui, par le porteur de projet. On est indemnisé par la Commission nationale du débat public. Et 3 autres valeurs qui sont très importantes aussi, l'argumentation. Ce qu'on attend de vous en tant que participants, c'est pas de nous dire j'aime bien, j'aime pas ce projet, c'est de dire pourquoi. Nous, c'est vraiment très important. On écrira un bilan après pour récapituler tout ce qui va être dit dans cette concertation. Ça nous intéresse vraiment d'avoir les arguments, vos argumentations. Donc, vraiment donner les arguments pour que nous, on puisse vraiment étayer le propos et vraiment argumenter les choses. L'égalité de traitement, que vous soyez simple citoyen, j'ai envie de dire, ou élu ou institutionnel, pour nous, votre parole à le même niveau. On va la traiter de la même manière. Il n'y a pas de hiérarchie dans la parole pour nous. Quand on va prendre tout, ça sera vraiment sur le même niveau. Et puis la dernière valeur qui nous guide, c'est l'inclusion. Faire en sorte qu'effectivement tous les publics soient touchés au sens large, c'est-à-dire vraiment tout le spectre de la société, des riverains, des associations, etc., puissent s'exprimer et puissent donner leur avis sur ce projet-là. Et on va vous le détailler après. On a du coup proposé des modalités qui permettent cela. Ce soir, effectivement, peut-être qu'on ne touche pas toute la diversité qu'on voudrait. Donc, on va aussi aller sur l'espace public. Il y aura des stands, on va vous le présenter après, qui permettront d'aller directement vers les gens pour aller recueillir leur parole. Voilà, je laisse la parole à Valérie pour compléter un petit peu ce propos introductif sur notre rôle et notre fonction. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, la baseline de la Commission nationale du débat public, c'est justement « Votre parole a du pouvoir ». Donc, un droit qui sert à quoi ? Un droit qui sert à là, on est dans une concertation préalable. Autrement dit, votre participation, elle intervient très en amont, à un moment où il est encore possible de questionner le projet, son opportunité, c'est-à-dire de poser la question du pourquoi et pas seulement du comment. Donc, il faut vraiment comprendre que cette concertation, en tous les cas, du point de vue de la Commission nationale du débat public et nous, dans notre rôle de garant, c'est vraiment que cette concertation puisse servir à améliorer, infléchir, voire même abandonner le projet. Je dis quand même le mot, mais on est bien dans ce moment-là où tout est encore possible dans l'interrogation du projet. Et il faut aussi comprendre que, en fait, la concertation dite préalable dans ce cadre-là, une fois qu'elle sera terminée au bout je me rappelle plus, c'est 25 février, je crois, comme ça j'avais un petit trou, de la concertation, nous évidemment il y aura le bilan, etc., il y aura un retour du maître d'ouvrage, mais il y aura, si le projet et si le maître d'ouvrage explique en quoi il continue ou pas son projet, il y aura une concertation en continu jusqu'à l'enquête publique. Donc, c'est important de comprendre que cette concertation, elle a lieu sur un grand temps pour vous et il y aura différents temps pour le comprendre. J'insiste aussi, en tant que garante, qu'on est vraiment dans un processus. La concertation, c'est un processus. C'est une démarche qui est dynamique, qui est vivante, qui a besoin de vous toutes et tous pour justement cette mise en mouvement, cet enrichissement, cette compréhension éclairée par vos questionnements, par vos arguments, l'ensemble de ce projet sous toutes ces facettes-là, d'où l'importance que vous puissiez vraiment poser
toutes les questions puisqu'on démarre, qui seraient les vôtres. Et comme l'a dit Jonas, c'est important aussi de rappeler que vous avez tous une place, qui que vous soyez. Il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à parler que d'autres. Si aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment, eh bien, il y aura d'autres moments où ce sera des ateliers en petit comité, peut-être, où vous pourrez plus exprimer les choses. Vous avez aussi le moyen de nous écrire à nous, Garant, directement. Vous avez l'adresse sur la plateforme. Et vous avez évidemment la plateforme Internet pour poser aussi des avis, des questions, si telle était la manière qui était la plus favorable pour vous. Donc réellement, vous dire que ce processus de concertation, il est extrêmement important pour vous dire qu'on est chemin faisant. C'est maintenant, mais tout au long de la concertation pour enrichir ce projet. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée maintenant. Merci beaucoup pour ces éclairages qui sont importants. On le voit, c'est... Pour certains d'entre vous, un éclairage, pour d'autres, une découverte. Ça reste quand même des procédures qui ne sont pas encore très répandues. En tout cas, c'est important qu'on prenne le temps de bâtir ce socle de connaissances sur le cadre de cette concertation. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, puisque certaines modalités ont été évoquées et c'est important qu'on puisse les partager avec vous. Avant cela, complétons notre tour de table des discours introductifs avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole aux deux co-porteurs de projets que j'ai évoqués tout à l'heure, à commencer par Élise Énergie avec Pascal Pénicaud, son cofondateur et président, pour votre mot d'ouverture, Pascal. Merci Diane. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames, monsieur les garants, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que j'étais très heureux et très fier d'être devant vous ce soir et que c'est pour nous chez Élise une étape très importante puisqu'on vient vous présenter notre projet Emerone. Avant de commencer, je voulais quand même remercier monsieur Patois, madame Desarnaud de leur présence et de leur accueil ce soir et remercier également nos équipes et nos partenaires qui ont travaillé pour préparer cette soirée et les 3 mois d'échanges à venir. Ce soir, donc, nous portons ce projet Emerone après 2 ans de travail sur le territoire et nous ouvrons une séquence de 3 mois d'information, de rencontres, d'ateliers, d'échanges, de débats, préparés donc main dans la main avec notre co-Césin, le RTE, qui prendra la parole juste après moi, et sous le contrôle donc des 3 garants de la Commission nationale du débat public. La question a été posée, alors pourquoi ce projet ? Et je pense que c'est peut-être par là que je commencerai. Pour nous, en tant que dirigeants et en tant qu'entreprise, et je pense collectivement, le constat qu'on a fait, c'est que nous sommes tous observateurs de l'urgence climatique qui appelle des réponses d'envergure. Et en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse miracle et que la solution, c'est en fait une somme d'actions concrètes qui pourraient nous mettre collectivement sur un chemin qui serait un chemin de transition. Et donc, la raison d'être de ce projet, c'est simplement une action concrète, en l'occurrence notre réponse chez Élise, et notamment notre réponse au pacte vert européen, et en particulier, on va y revenir assez largement ce soir, aux nouvelles réglementations qui ont été prises par l'Europe et la France pour décarboner 2 grands secteurs, l'industrie et le transport maritime. Donc, le pourquoi, le projet Emerone, qu'est-ce que c'est ? On va là aussi passer un petit peu de temps à expliquer un peu le détail technique, mais globalement, le but du projet, c'est de produire ce qu'on appelle de l'électrométhanol ou e-méthanol sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon d'ici 2027. Alors, méthanol, ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est en fait très simple. C'est un alcool qui ne se boit pas, qui est utilisé comme matière première dans le monde de l'industrie, notamment quotidiennement ici, aux Roches-Roussillon. Et demain, ce même méthanol servira également de carburant pour décarboner le transport maritime. Car comme son cousin, l'éthanol, que nous connaissons tous et que nous utilisons de plus en plus dans nos véhicules individuels, le méthanol a 2 grands atouts. Le premier, c'est qu'il peut réduire, on va voir sous condition de sa production, les émissions de dioxyde de carbone. C'est le premier sujet, décarboner.
les navires. Et le deuxième, c'est qu'il peut également fortement réduire la pollution atmosphérique, ce qu'on appelle les particules fines, issues de l'activité maritime. Donc le méthanol, ça existe, c'est consommé largement, c'est amené à être utilisé dans d'autres secteurs demain. Qu'est-ce qui différencie notre méthanol à nous de ce méthanol qui existe aujourd'hui? C'est très simple, c'est la méthode de production. L'objectif d'Élise, c'est de produire ce méthanol sans énergie fossile, mais en utilisant ce qu'on appelle de l'hydrogène bas carbone, donc là aussi on va y revenir, et du dioxyde de carbone qu'on vient capter chez des industriels présents et recyclés pour produire donc localement cette molécule, il faut savoir, qui est aujourd'hui intégralement importée. Donc la France ne produit pas de méthanol. Très concrètement, ce projet Emerone, c'est une unité industrielle qu'on appelle intégrée, qui serait implantée sur Salaise-sur-Sanne, au cœur de la plateforme chimique. L'objectif, c'est en 2027, pouvoir produire 150 000 tonnes par an sur ce site. On a vu le pourquoi, on a vu le quoi. Alors, reste à répondre au où. Pourquoi ici? Pourquoi à Salaise-sur-Sanne et sur les roches? En l'occurrence, voilà, on a été convaincus en ce qui nous concerne par l'écosystème industriel qui nous semble assez unique. Je pense que ça a été rappelé à la fois par M. Patois et les acteurs des collectivités locales, qui nous semble assez unique, et également un positionnement géographique qui est au cœur de la vallée du Rhône, qui a aussi beaucoup d'atouts en termes notamment de distribution et de desserte. Et puis par ailleurs, des compétences qui existent, qui sont présentes aujourd'hui sur la plateforme, dans tous les corps de métier dont nous aurons besoin pour notre projet. Et donc nous cherchons à pourvoir 80 emplois directs, et donc on recherche des profils très variés, des ingénieurs, des opérateurs, des exploitants, agents de sécurité et bien d'autres. Et j'en profite donc d'avoir ce micro pour passer un avis aux intéressés. N'hésitez pas à venir nous solliciter. Le dernier point, je pense, dans le choix qu'on a fait de s'installer ici à Salaise, c'est aussi l'importance de l'accueil et du soutien, je pense, des acteurs élus, entreprises du territoire. Et là-dessus, je pense qu'il y a une vraie concorde, entre guillemets, entre ces acteurs-là, et en particulier de nos partenaires industriels, avec qui les synergies, on va le voir également, sont potentiellement nombreuses. Alors merci à vous tous, acteurs publics, acteurs privés, d'avoir été à nos côtés dès le début de nos réflexions, et on est venu vous voir avec cette idée un peu nouvelle, donc merci de votre écoute. Un mot avant de terminer également sur Élise, qui nous sommes chez Élise Énergie. Nous sommes une PME industrielle française, nous sommes 100% indépendants, et basée à Lyon, Paris, Marseille et Artix, près de Pau. Notre métier, c'est de concevoir, de financer, de construire et d'exploiter des unités industrielles de production de molécules et carburants durables. Et donc, on porte deux types de projets. Un programme qui s'appelle Électrométhanol France, qu'on appelle M-France, dont fait partie Emerone, et donc ce site de Salaise-sur-Sanne, aux côtés de 3 autres sites en France. Et puis, ça a été mentionné également, puisqu'on a un débat en cours sur le sujet. On a un projet de carburant d'aviation durable qui est basé, lui, près de Pau, donc à Lac. Alors, Élise, j'insiste souvent auprès des équipes et de nos partenaires sur le « nous » qui nous caractérise, nous, car c'est avant tout une aventure collective qui se joue autour de l'entreprise et qui se joue dans tous ces grands projets de transition qui sont au carrefour de plusieurs mondes. Et donc, je remercie au passage chaleureusement nos équipes, déjà pour leur engagement au quotidien, et puis également pour leur présence ce soir, qui sont nombreux, et ils seront à la fin de cet échange disponibles pour répondre à vos questions. Diane, je termine, il me reste 20 secondes. Je n'ai rien dit. Simplement pour dire que nous ne sommes pas non plus naïfs. Nous savons également et savons parfaitement que ces projets de transition, de décarbonation, eux aussi soulèvent des questions parfois nouvelles, mais qui sont légitimes, notamment autour des questions de l'usage des ressources renouvelables. Et si je devais résumer les choses, finalement, sortir du pétrole, oui, mais est-ce qu'on aura assez de ressources pour se décarboner? Et donc là-dessus, je voulais juste quand même donner un peu notre position chez Élise.
Pour nous, toute réflexion sur la décarbonation, et c'est notre engagement depuis 15 ans à 25 ans selon l'âge de nos associés, amène immédiatement une réflexion sur nos usages et sur des actions concrètes que nous devons engager pour réduire nos consommations au quotidien. Et donc, Élise s'inscrit pleinement dans cette vision et nous aurons l'occasion de le détailler et de vous le présenter ce soir. Nous avons porté une attention particulière dans le cadre de ce projet Emeraude autour des questions de besoins en eau et en électricité, qui sont les deux ressources principales du projet. Un engagement pour finir. Donc, nous ouvrons ce soir 3 mois d'échange. Nous mettrons tout en œuvre chez Élise pour garantir un échange qui soit accessible à tous et que vous puissiez exprimer vos opinions. Donc nous irons, ça a été répété, ça va être présenté aussi à votre rencontre pour écouter vos questions et aussi vos inquiétudes et y répondre au mieux. Parce que, évidemment, donc ce projet, on va le voir, c'est un projet qui s'inscrit sur le temps long. Et donc Élise, nous-mêmes, on s'inscrit sur le temps long avec une présence durable sur le territoire. Et donc, nécessairement, il faut que ce projet, qui est pour le moment notre projet Emeraude, trouve toute sa place dans votre région. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie à tous et faites une belle soirée. Merci beaucoup Pascal. Première sortie publique pour le projet, donc on a forcément envie d'en parler et on en parlerait bien longtemps. D'ailleurs, on va y consacrer une soirée entière. Avant de rentrer sur la présentation avec toutes ces bandes annonces, on a envie de passer à la suite, mais il est important quand même de vous entendre et merci d'être là. Marie Ségala, vous êtes responsable du service concertation, environnement et tiers pour RTE, donc co-saisine avec Élise Énergie de la Commission nationale et coporteur au titre du raccordement électrique. On vous écoute. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais déjà vous présenter RTE, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. RTE achemine l'électricité des centres de production jusqu'au centre de consommation. Donc, on alimente le territoire national 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 9500 collaborateurs et surtout un réseau de lignes, plus de 100 000 km de lignes haute et très haute tension, donc qui vont du 63 000 volts aux 400 000 volts. Donc, on exploite et on développe ce réseau. Voilà. Alors, pourquoi on est là en tant que co-saisisseur ? Parce qu'en fait, on a 4 grandes missions. La première de nos missions, c'est assurer la sécurité d'alimentation, et c'est-à-dire assurer à chaque seconde l'équilibre entre la production et la consommation. Et donc, vous avez entendu l'hiver dernier les problématiques que nous avons eues sur les approvisionnements et les potentielles ruptures ou coupures d'électricité. Vous avez peut-être téléchargé une application qui s'appelle EcoWatt, qui vous a peut-être conduit à faire des gestes de sobriété et de justement modérer votre consommation au moment où les pics de consommation, et d'ailleurs nous sommes en plein pic de consommation, il est 19h30, donc on ne va pas éteindre la salle, c'est sûr, mais voilà, participer aux gestes de sobriété, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous assurons aussi à travers cette application EcoWatt, et c'est notre rôle d'assurer cet équilibre permanent. Il s'avère que cet hiver, a priori, sera moins tendu. Et là, je parle d'une deuxième mission de RTE. Cette deuxième mission de RTE, c'est d'éclairer les pouvoirs publics dans leur stratégie énergétique. Et RTE a fait paraître peut-être des documents que vous connaissez qui s'appellent les Futurs énergétiques 2050, c'est-à-dire la projection par des scénarios de consommation et de production et de mix énergétique qui ont amené des choix politiques, de stratégie énergétique. Une troisième mission, c'est parce que RTE est un acteur essentiel de la transition énergétique. Nous raccordons évidemment les producteurs d'énergie renouvelable. Et je vais passer à la quatrième mission, et c'est parce que elle correspond à vraiment notre venue ici. Nous raccordons aussi les consommateurs des industriels qui décarbonent leurs process, donc voilà, et qui passent à des process électriques et qui arrêtent les énergies fossiles. Nous raccordons aussi les nouveaux industriels, et c'est le cas d'Élise, qui est un acteur de la transition et aussi de la décarbonation. Et voilà, et c'est notre rôle de raccorder
ces nouveaux acteurs à notre réseau de transport d'électricité. Donc, on est là à ce titre-là parce que nous raccordons ces nouveaux acteurs industriels et nous raccordons ELYSE. Donc, vous aurez là aussi, on aura l'occasion d'en parler. Nos équipes, et je remercie nos équipes qui sont là aussi, vont tenir un stand et on pourra parler de ce raccordement qui se fait par une liaison souterraine de 125 000 volts. On regardera ça peut-être tout à l'heure. Et là aussi, il n'est pas question de détailler un projet qui est très en amont, mais de répondre et d'être à votre écoute pour toutes les questions que vous avez sur ce sujet qui est le raccordement électrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce dernier éclairage et donc ce panorama maintenant complet des acteurs, en tout cas des principaux acteurs qui nous font le plaisir de nous avoir rejoints, que nous allons libérer, certains ayant des obligations. Merci à nouveau, pour d'autres regagner la salle. Je vous propose, en attendant qu'ils reprennent place, de visionner ensemble l'essentiel à retenir peut-être de cette soirée en moins de 3 minutes, même si on va bien prendre le temps de détailler ces points, mais on vous en propose une version synthétique. Agir contre le réchauffement climatique est une nécessité et passe par la réduction de nos émissions de carbone avec le développement de solutions innovantes. C'est l'objectif du projet EM-Rhône avec la production de molécules bas carbone pour accompagner la décarbonation des secteurs de l'industrie chimique et du transport maritime. EM-Rhône est porté par ELYSE Energy, une PME industrielle française indépendante qui ambitionne de développer des molécules produites en France. EM-Rhône serait implanté en Isère sur la plateforme chimique Les Roches-Roussillon, un site historique idéal pour accueillir le projet. EM-Rhône produira du e-méthanol, une molécule de synthèse fabriquée à partir de CO2 issu du captage des émissions d'autres industriels et d'hydrogène bas carbone. Le site sera composé de ces 3 briques technologiques. La première brique produira de l'hydrogène dit bas carbone par électrolyse de l'eau à partir d'électricité bas carbone. La deuxième brique captera le CO2 en provenance des activités d'autres industriels ou des sources extérieures à la plateforme. La troisième brique permet la synthèse et la distillation du méthanol. Les synergies industrielles sont au cœur du projet EM-Rhône avec la plateforme industrielle, ses entreprises et l'écosystème local. RTE, réseau de transport d'électricité, porte le projet de raccordement électrique par liaison souterraine du projet EM-Rhône au réseau national. Il bénéficiera ainsi d'une électricité bas carbone. Du 4 décembre 2023 au 25 février 2024, une concertation préalable du public ouverte à tous sera organisée pour permettre de s'informer et de poser ses questions sur le projet. Cette procédure est encadrée par la Commission nationale du débat public et ses 3 garants, nommés pour assurer l'information et la prise en compte de tous les points de vue. Pour s'informer, contribuer et participer, plusieurs modalités s'offrent à vous. Des supports d'information seront disponibles, dossiers de concertation, plaquettes, fiches thématiques. Un site internet pour s'informer et contribuer, vivre et revivre les temps forts de la concertation. Une messagerie vocale pour déposer à tout moment une question ou une contribution. Des rencontres pour échanger sur le projet et ses enjeux, forums, stands mobiles, conférences débats et ateliers thématiques. Pour vous informer, contribuer ou vous inscrire aux événements, rendez-vous sur le site internet du projet www.em-rhône-concertation.fr. Voilà, tout se résume à cela et pourtant nous n'allons pas en rester là ce soir. Nous allons donc avoir 3 moments forts et 3 objectifs communs. À la fois vous présenter bien sûr le projet, prendre le temps, au-delà d'avoir lancé cette concertation avec ce coup d'envoi, et surtout prendre aussi le temps des questions que vous posez peut-être déjà, que ces premiers temps de présentation vont vous suggérer. Donc on prendra le temps nécessaire pour aller ce soir au bout de vos questions et vous proposer aussi, pour recueillir ces questions et répondre aux demandes d'informations complémentaires, un format un peu spécifique qui est celui d'un forum participatif. Donc
Ce premier temps sera suivi d'un temps de rencontre des équipes qui viendront, au travers de différents stands thématiques, vous apporter des éclairages sur certains aspects du projet. Donc voilà le déroulé rapidement de notre soirée. Pour animer ces différentes séquences, je ne suis évidemment pas seule. Vont donc me rejoindre en tribune Manuel Arbona-Vidal, directeur du développement pour Élise Énergie, accompagné de Mélissa Chevalier-Ressico, directrice développement du programme E-Méthanol France, Khalil El Kortobi, chef de projet développement EM France, et nous allons rappeler Marie Segala pour RTE, qui est rappelée en tribune. Merci à elle de jouer le jeu. Messieurs, dames, je vous invite à prendre place. Le temps qu'il s'installe, donc je vais rapidement faire un point, un focus sur le sujet concertation préalable. Il a été pas mal évoqué, mais il est bien de stabiliser quelques points marquants sur cette période qui va s'ouvrir, à la fois en reprécisant un point que nos garants ont indiqué et qui nous semble fondamental de rappeler, c'est que nous sommes sur 3 mois qui ne sont pas une fin, mais un début. Une première période de participation du public, à la suite de laquelle viendront se fixer d'autres briques au cours desquelles information, dialogue avec le territoire de manière générale sera encore possible sur un projet qui, lui, pourrait continuer sa vie, son développement jusqu'à l'enquête publique, avec des temps assez forts que sont à la fois le bilan de la concertation par les garants et également le dépôt des demandes d'autorisation par Élise Énergie, qui est une pierre assez forte dans l'édifice d'élaboration de ce projet. Ce point étant donné, quelques éléments rapides de remise en perspective des modalités de concertation qui vous ont été proposées dans la vidéo et qui fondent en fait les différentes valeurs qu'ont évoquées les garants et auxquelles on a essayé de répondre avec ces différents formats. Le forum tel que nous le connaissons ce soir, des ateliers thématiques pour faire des temps spécifiques avec des éclairages sur des points clés du projet, la semaine prochaine sur les risques et les nuisances, la semaine suivante autour du raccordement électrique, une conférence débat au mois de janvier sur le sujet de l'eau. Donc on ira aborder un ensemble de sujets, la liste n'est évidemment pas complète, mais un ensemble de sujets. Sachez que vous avez à la sortie de la salle évidemment le calendrier de ces rencontres pour vous y associer, et nous vous invitons d'ailleurs chaleureusement à vous y inscrire pour des raisons d'accueil. Et puis pour aller à la rencontre d'autres publics, peut-être que ceux qui font la démarche de venir sur des formats comme celui de ce soir, des stands mobiles pour aller à la rencontre du grand public sur des marchés, dans des lycées, dans une médiathèque. On a essayé de chercher sur ce territoire des points de fréquentation qui nous permettraient de donner une visibilité et une participation au plus grand nombre. Et enfin, des petits déjeuners, qui sont un format spécifique que nous adressons aux acteurs institutionnels et économiques, qui souvent, effectivement, ne sont pas dans des événements grand public, et qu'il est important aussi d'associer pour la mise en perspective qu'ils permettent à des échelles différentes. Voilà pour les rencontres et donc les équipes Élise qui vont venir à la rencontre. Et puis, ça a été évoqué un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de contribuer. Le site internet étant la clé de voûte de ce dispositif, puisqu'on y retrouve l'intégralité de l'information, mais aussi l'intégralité des modalités de participation, avec un registre de contribution sur lequel vous pouvez poser vos questions, apporter des études, des réflexions, nourrir en fait cette concertation. Les cahiers d'acteurs qui sont ouverts notamment aux structures, à des avis collectifs, pour faire valoir justement une position, un argumentaire qui serait celui d'un collectif. Et puis, si une question vous vient, mais qu'il n'est pas l'heure, qu'il n'est pas le bonjour, la messagerie vocale est là pour la capter avant qu'elle ne disparaisse. Voilà pour les principaux points. À nouveau sur ces éléments, l'ensemble de la documentation et mes collègues que je remercie aussi parce qu'on ne s'est pas présenté, mais on est bien là à vos côtés ce soir, qui sont en fond de salle et qui peuvent vous renseigner sur l'ensemble de ces points. Les propos liminaires sont, je pense, terminés, et tant mieux pour vous. Il est temps de rentrer dans le sujet. Manuel, sur le contexte et les enjeux dans un premier temps. Alors, à nouveau, un rappel, mais néanmoins important de repréciser certains éléments clés du contexte et des enjeux du projet Emron. Merci Diane. Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes impatients de rentrer dans les détails du projet, mais il est quand même important de rappeler dans quel contexte le projet est en train souhaiterait voir le jour, et pourquoi finalement tout ce travail qui nous a animés ces 2 dernières années, en particulier avec les écosystèmes locaux, ont été mis en œuvre.
Un premier point qui est un point important et que je pense on partage tous, c'est l'urgence climatique. Aujourd'hui, il y a une nécessité de réduire de manière générale et globale les émissions carbone pour répondre finalement à cette urgence. Et pour répondre à cette urgence, un ensemble d'évolutions et de cadres réglementaires sont en train d'être mis en œuvre, à la fois au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau français, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est un objectif qui aujourd'hui est un objectif qui est ambitieux, mais qui est à la hauteur du défi qui nous attend et qui doit finalement mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour être capable de limiter le réchauffement climatique. Au-delà de ça, on a aujourd'hui en France une réelle dépendance aux énergies fossiles. Et je pense que ça se ressent, ça s'est toujours su. Le développement de notre parc électronucléaire en France était lié au départ à cette dépendance. Mais les derniers événements qu'on a pu constater dans le monde, les événements géopolitiques en particulier, ont montré à quel point on était dépendant. Et aujourd'hui, la capacité à retrouver de la souveraineté dans nos enjeux énergétiques et en particulier dans nos enjeux énergétiques décarbonés est quelque chose qui est essentiel. Et puis un troisième point, c'est la réindustrialisation des territoires. Plus le temps passe, plus on se rend compte que produire en local est un moyen de répondre aux défis du climat, mais aussi de ramener dans les territoires de l'activité, de l'emploi, des compétences et finalement de revitaliser des territoires qui pourraient souffrir des nombreux départs des industries qui ont pu avoir lieu par le passé. Quand on regarde ces 3 points et qu'on constate en même temps que nos modes de vie actuels reposent aujourd'hui très fortement sur l'industrie, puisqu'on consomme des biens dans la réalité de notre quotidien, finalement, on se rend compte qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une action de décarbonation à la fois sur cette industrie de laquelle on dépend, mais aussi du transport maritime, puisque certains biens sont manufacturés au-delà des océans, et finalement, on a nécessité de les rapatrier aujourd'hui en France. Une fois ce mot de contexte donné, finalement, quels sont les moyens, quels sont les leviers pour être capable de réduire les impacts CO2, pour réduire ces secteurs qui sont émetteurs de CO2. Le premier levier, c'est un levier qu'on partage tous, c'est les évolutions sociétales. Comment est-ce qu'on va être capable d'être davantage sobre, voire même davantage frugal, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, pour être capable de limiter nos émissions de CO2. Et ça va passer en premier lieu, et pour tous, par le changement de nos comportements. On voit aujourd'hui l'utilisation croissante des moyens de mobilité durable. On constate qu'on accepte d'avoir un peu plus froid chez nous pour limiter notre empreinte carbone. Ces gestes-là sont les premiers gestes, sont les premiers comportements qu'on doit changer pour atteindre cet objectif. Un deuxième levier d'action, c'est les évolutions techniques qui vont permettre d'améliorer la performance des différents modes de consommation pour finalement réduire notre empreinte carbone. L'exemple meilleur, c'est la pompe à chaleur. Demain, vous installez une pompe à chaleur chez vous, vous aurez un chauffage qui sera moins émetteur en CO2, vous aurez finalement réduit votre empreinte carbone. Ces 2 leviers-là sont les 2 leviers prioritaires. Cependant, pour certains types d'usages, dans certains types de secteurs, ces leviers-là sont insuffisants. Et donc, c'est là qu'on aborde un troisième levier qui sont les solutions différentes, nouvelles, qui permettent de réduire notre dépendance et notre recours aux énergies fossiles. Alors concrètement, le projet d'Emerone en fait partie, puisque c'est proposer des molécules décarbonées qui vont permettre d'adresser des usages difficiles à décarboner, là où les 2 premiers leviers seront clairement insuffisants. Quels sont ces 2 principaux secteurs que l'on propose d'adresser ? D'abord, c'est le secteur de la chimie. On est dans un territoire de chimie ici. Aujourd'hui, la chimie, c'est à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, c'est pour l'intégralité de ce qui est produit, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a un composé qui est nécessaire en chimie, duquel on ne peut pas se passer, puisqu'il est au démarrage de à peu près 30% des réactions de chimie organique, c'est le méthanol. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Le méthanol, c'est un alcool qu'on retrouve finalement, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est présent dans votre vie quotidienne. Il est présent dans les peintures, il est présent dans les médicaments, il est présent dans les cosmétiques, il est présent, et la plateforme du GIE le sait bien, dans l'alimentation animale, et il est aussi présent dans les panneaux solaires et dans, en fait, à peu près tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, ce méthanol, c'est un méthanol qui est carboné. Il est produit à partir de gaz ou à partir de charbon, et il est importé pour la totalité, quasiment la totalité, il est importé en France. La proposition à travers Emerone, c'est de produire du e-méthanol, dont nous allons voir les enjeux et la manière dont il est produit, qui est un méthanol décarboné. Et donc, par ce biais,
réduire l'impact carbone quand nous utilisons des produits qui en contiennent ou dont le méthanol est à l'origine de leur fabrication. Et puis le second point de levier sur lequel nous nous proposons d'agir, c'est le transport maritime. Même si on va chercher à le minimiser au maximum, même si on relocalise, même si on réindustrialise, il y a des biens dont on ne pourra pas faire l'impasse de les importer. Et aujourd'hui, le transport maritime, c'est une part significative des gaz à émissions de serre, mais surtout, c'est une trajectoire qui peut monter jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour ça. Les bateaux à voile ne sont pas pour tout de suite. Les bateaux à hydrogène pur, c'est aussi peut-être pour demain. Mais entre-temps, il va falloir organiser une transition. Et cette transition, elle passe à travers l'utilisation de carburants qui sont décarbonés, qui permettent aussi d'utiliser, moyennant quelques adaptations, des bateaux qui sont existants. On ne va pas changer les 10, 15, 20 000 bateaux qui tournent aujourd'hui sur les océans. Il va falloir adapter et se mettre dans une trajectoire. Pour répondre à cette trajectoire, le e-méthanol, utilisé comme un carburant maritime, est un des moyens d'arriver à réduire rapidement, ça c'est un point qui est important et je crois que c'est un des leitmotifs que vous aurez l'occasion d'entendre dans cette soirée, de réduire rapidement les impacts du transport maritime sur les gaz à émissions à effet de serre. En particulier, l'utilisation du méthanol comme un carburant, c'est 70% de réduction de l'impact carbone du fuel consommé. Enfin, merci beaucoup. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Parce que c'est la question essentielle. On voit qu'il est impératif d'agir. On voit comment est-ce qu'on peut agir maintenant. Pourquoi ici et sur ce territoire? D'abord, il y a la répondre aux objectifs réglementaires. Ça, je crois qu'on l'a abordé. Le deuxième point qui est important, c'est un pas, mais il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, être capable de se positionner à travers un projet qui est structurant, sur des bases fortes, sur des territoires d'industrie, c'est être capable demain de se positionner solidement au niveau français sur le marché des molécules bas carbone. Et puis un dernier point, je viens de le dire, c'est d'avoir une solution française de décarbonation. Aujourd'hui, l'intégralité des pays partent sur la décarbonation. On a en France la chance d'avoir un tissu industriel riche, d'avoir des savoir-faire réels, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, dans les domaines de l'industrie. Et donc, être capable d'avoir une première opération qui soit structurante, qui serve de pilote, même si c'est une opération industrielle, pour être capable d'être déployée plus tard, est quelque chose qui, pour nous, est essentiel. Donc maintenant, pourquoi ici? Et c'est là que je vais laisser la parole à Mélissa. Merci Manuel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pourquoi ici? Donc la plateforme chimique des Roches-Roussillon présente les meilleures conditions pour l'accueil possible du projet EM-Rhône. Effectivement, ce site industriel historique cocherait les 3 grands critères qui sont nécessaires à l'implémentation d'un projet d'électrométhanol. Donc, le premier critère, c'est un foncier suffisant. Donc, ce foncier serait au sein même de la plateforme sur la commune de Salènes-sur-Sanne. Le deuxième critère, c'est un approvisionnement possible et sécurisé en électricité bas carbone. Et enfin, le dernier critère, c'est une possibilité d'accès à des services et des synergies possibles au sein même de la plateforme avec les autres industriels, mais aussi avec le territoire. Le film vous a présenté le projet EM-Rhône dans sa globalité. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour entrer dans les détails du projet. Donc, le projet EM-Rhône est un projet de production d'électrométhanol. Comme l'a mentionné Pascal au début, l'électrométhanol ou e-méthanol ou même méthanol vert est un composé qui permettrait d'apporter une solution de décarbonation à 2 secteurs, le transport maritime et l'industrie chimique. Donc, cette molécule peut être utilisée sans changement technique majeur dans ces 2 secteurs, mais permet un abattement carbone d'au moins 70% par rapport à sa référence fossile. Le projet EM-Rhône produirait jusqu'à 150 000 tonnes d'e-méthanol et s'appuierait donc sur l'intégration de 3 briques technologiques déjà éprouvées et déjà opérationnelles dans le monde. Effectivement, l'e-méthanol est synthétisé à partir de CO2 qui est capté auprès d'industriels et de dihydrogène ou hydrogène bas carbone qui serait produit sur le site à partir d'eau et d'électricité. Le projet s'articule autour de plusieurs invariants. Les invariants sont des facteurs et critères fondamentaux quant à la faisabilité technico-économique du projet. Donc, le premier invariant est l'objectif de production.
150 000 tonnes. 150 000 tonnes de e-méthanol correspond à ce jour à 25% de la consommation de méthanol en France, utilisé uniquement à usage industriel et, comme cela a été mentionné au début de la présentation, totalement importé. Le deuxième invariant du projet, la slide va arriver, je suis en avance par rapport à la slide, mais elle va arriver. On a une petite agitation en fond de salle, la régie, donc tout arrive, vous inquiétez pas, vous écoutez la voix de Mélissa. Tout à fait. Voilà. Le deuxième, invariant, donc c'est la certification bas carbone. L'objectif, c'est d'avoir une molécule avec un abattement d'au moins 70% par rapport à sa référence fossile. Et donc, ces deux premiers invariants permettraient d'éviter l'émission de 207 000 tonnes de CO2 par an. Le troisième invariant du projet est la date de mise en service, avec un objectif à horizon 2027. L'idée est d'apporter une solution de décarbonation au maritime et à l'industrie chimique le plus rapidement possible en France. Enfin, les deux derniers invariants dont nous avons déjà discuté sont le choix du site d'implémentation et les synergies industrielles. Les synergies industrielles avec les acteurs de la plateforme, mais aussi avec le territoire, créent un écosystème bas carbone et circulaire. Cet écosystème bas carbone et circulaire ne sera possible qu'avec l'utilisation d'un certain nombre de ressources. Donc, la première ressource, c'est le dioxyde de carbone. Il sera nécessaire pour atteindre les objectifs de production de capter jusqu'à 213 000 tonnes par an de CO2. Ce CO2 sera issu d'industriels de la plateforme et de la cimenterie du tail de Lafarge. Deuxième ressource dont nous avons discuté, c'est la vapeur bas carbone. La vapeur bas carbone est un entrant nécessaire non seulement pour la captation du CO2, mais aussi pour la production elle-même d'électrométhanol. Troisième ressource, c'est l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène bas carbone serait produit sur site par électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau est une réaction qui permet de casser les molécules d'eau à l'aide d'un courant électrique pour obtenir du dihydrogène. Il serait nécessaire de produire 29 000 tonnes par an de dihydrogène. Enfin, les deux dernières ressources sont l'eau. C'est une ressource indispensable dans le cadre de la production de dihydrogène, mais aussi principalement pour le refroidissement de nos installations. Elle fera l'objet, cette ressource, d'une conférence spécifique et dédiée dans le cadre de cette concertation ici même à Kémio le 18 janvier. Enfin, dernière ressource, c'est l'électricité bas carbone que nous avons déjà évoqué et pour lequel le RTE va maintenant vous en dire quelques mots. Non, allez-y, je pense que vous pouvez parler, Ouais. ça va arriver. Voilà, donc on va en dire que quelques mots parce que, comme on le disait, on est vraiment dans une phase très amont du projet et et pas encore dans un tracé. Nous, notre mission, comme je vous l'ai dit, ça va être de raccorder, de répondre à ce besoin de consommation, donc de raccorder cette nouvelle unité par une liaison 225 000 volts qui irait jusqu'au poste de Gampalou, donc d'à peu près 5 km, et ce serait une liaison souterraine. Voilà, pour ce qui est du reste, vous avez un plan. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans une période où nous avons fixé les choses. Pourquoi ? Parce que le raccordement fera l'objet, en fait, dans la suite des séquences, d'une concertation qui sera qu'on appelle une concertation fontaine, qui se fera avec les acteurs locaux et les parties prenantes, justement, pour étudier ce qu'on appelle le fuseau de moindre impact. Et une fois que ce fuseau de moindre impact sera réalisé, il y aura d'autres étapes. Donc, il y a vraiment des étapes qui sont des étapes dédiées au raccordement. Voilà. Donc, mes équipes seront là pour parler de façon générique d'un raccordement de 125 000 volts. Voilà. Merci beaucoup Marie. On va donner la parole à Ralil pour aller sur un sujet qui correspond aussi à l'introduction de notre soirée, qui est celui des scénarios alternatifs ou des alternatives aux projets qui sont importantes à positionner. Si on pose la question du pourquoi et de l'opportunité, on doit aussi étudier les différentes facettes
de ce que serait à la fois un scénario zéro, celui d'une absence de projet, mais aussi que l'on puisse faire un temps dédié sur les alternatives qui existent aujourd'hui sur un projet qui est en cours d'élaboration et sur lequel la concertation peut apporter toute sa valeur. Effectivement, merci Diane. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, les invariants du projet vous ont été présentés par Mélissa et le projet par lui-même. Je m'attacherai pour ma part à vous présenter les enjeux de la concertation, les enjeux spécifiques à la concertation. Comme cela a été rappelé par nos garants, la concertation doit permettre le débat et l'information sur les caractéristiques principales du projet et quels sont les enjeux socio-économiques qui lui sont directement liés. Pendant cette concertation, nous serons amenés à nous questionner et à débattre autour de l'opportunité du projet et à plusieurs échelles, évaluer ses impacts, générer ou éviter. Et donc, pour les enjeux nationaux, d'abord, nationaux et européens, un projet comme celui de Emerone a pour ambition de relocaliser une production sur nos territoires, de participer et de contribuer à la réindustrialisation de nos territoires, mais également de contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays. Et donc, nous analysons quelque part une absence de projet comme une situation de dépendance qui serait pérennisée, comme celle que nous avons pu vivre lors de la crise énergétique, lors de la crise sanitaire d'abord, puis lors de la crise énergétique. Et finalement, le projet ayant également pour ambition d'éviter 500 000 tonnes de CO2 émis chaque année au travers de technologies qui sont matures, une absence de projet signifierait que l'on serait contraint de rechercher de nouvelles solutions compatibles avec la protection de l'environnement et de nouvelles technologies qui, elles, restent à développer pour décarboner les deux secteurs que nous ciblons, à savoir l'industrie et le transport maritime. Pour les territoires, ensuite, une absence de projet signifierait que l'activité économique que nous souhaitons générer sur la plateforme des Roches-Roussillon, à savoir une activité industrielle qui permettrait des emplois directs à hauteur de 80 emplois pérennes et non délocalisables, ne pourrait pas voir le jour. Et que la redynamisation et la vitalisation de certaines filières logistiques, transport, services de contrôle et de maintenance ne pourraient pas, elles non plus, être pérennisées dans leur activité. L'absence de ce projet ne permettrait pas non plus les retombées fiscales qui lui sont associées. En revanche, et il est vrai, l'absence d'un projet ne générerait pas une consommation des ressources, les intrants principaux du projet, que sont l'eau et l'électricité, qui, elles, ne seraient pas prélevées de l'environnement. Enfin, pour Élise Énergie, l'absence d'un projet ne signifierait pas non seulement une perte financière due aux études déjà conduites ou commandées, mais également et surtout la non-réalisation d'une brique essentielle au développement de l'entreprise que représenterait ce projet. Ensuite, dans une perspective où le projet se réaliserait, plusieurs alternatives restent aujourd'hui au débat et la configuration du projet n'est pas aboutie. La concertation doit justement aboutir à figer un scénario en prenant en compte l'ensemble des interactions et des contributions de l'ensemble des parties prenantes. D'abord, la consommation en eau, classiquement prélevée directement dans la nappe. Il est possible de réfléchir à une solution alternative de recyclage et de réutilisation d'une partie de l'eau rejetée dans le canal pour toute ou partie de notre besoin. Et cela dans un esprit d'économie de la ressource, puisqu'une goutte d'eau non prélevée est une goutte qui pourra être utilisée à d'autres escients. Et donc notre objectif ici est effectivement d'atteindre le zéro prélèvement brut et le zéro prélèvement net pour l'ensemble de notre projet. Ensuite, concernant l'alternative des sources potentielles de CO2, si nous pouvons nous féliciter que l'ensemble des acteurs économiques ont aujourd'hui pris conscience et commencé à agir dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'activité humaine génère malheureusement toutefois un socle d'émissions inévitable pour lesquelles le projet fait sens et pour lequel nous devons concevoir un outil industriel qui soit agile. Finalement, ce que nous portons au débat dans le cadre de la concertation, c'est faut-il chercher le CO2 inévitable là où il est majoritaire
Faut-il se concentrer sur la décarbonation de la plateforme ou autrement combiner les deux alternatives pour adresser les deux enjeux à la fois? Cette question peut paraître simple, mais des considérations de volume et de réglementation qui se précisent induisent de multiples solutions possibles. Enfin, la dernière série d'alternatives concerne les modalités d'acheminement de notre produit final. Le méthanol pourrait être transporté par canalisation pour des usages locaux, ou bien par voie fluviale ou ferrée s'il était destiné au transport maritime. Enfin, l'option du transport routier reste aujourd'hui une possibilité. J'en profite également pour rappeler l'existence de deux événements, une conférence débat le 18 janvier prochain et un atelier thématique le 24 janvier prochain, spécifiquement liés à ces thématiques-là, et qui sont des événements ouverts à tous sur simple inscription préalable sur notre site internet. Concernant ensuite l'étude d'impact, toute nouvelle implantation génère des impacts, qu'elle soit industrielle ou non. Notre projet, comme bon nombre d'autres projets industriels, doit mener une étude d'impact préalable, complète et globale qui doit être remise à l'administration publique. L'étude d'impact se décline en l'ensemble des thématiques qui sont affichées à l'écran. Et nous essayons de répondre à un engagement de transparence et d'information du mieux que possible avec les éléments que nous avons aujourd'hui. Par exemple, l'étude Faune-Flore a permis de dresser un état initial, c'est-à-dire les enjeux faunistiques et floristiques aujourd'hui sur la parcelle d'implantation. Nous avons également pu développer une maquette 3 dimensions pour permettre à chacun de se rendre compte de l'intégration paysagère que représenterait un tel projet. L'étude de trafic routier est-elle finie, terminée depuis peu, consultable dans les prochains jours sur le site internet de la consultation. Enfin, l'étude portant sur la qualité de l'air, celle de l'état du sol et du sous-sol, ont-elles été lancées il y a peu, et les résultats de ces études pourraient être disponibles dans le courant de la concertation. Aujourd'hui, les autres études n'ont pas encore débuté et pourraient être lancées dans les prochains mois. Enfin, pour terminer, concernant le calendrier global, pour compléter celui du calendrier des études, le projet EM-Rhône serait divisé en 4 grandes parties, 4 grandes phases de projet, 4 grands temps de projet. La concertation est pour nous le lieu de pouvoir tirer les enseignements et d'interroger l'opportunité même du projet et l'orientation de ces alternatives par rapport à la conception initiale étudiée par les équipes de projet. La seconde phase, dite étude de base, est en ce sens nécessairement assujettie aux conclusions de la concertation. Elle consisterait en la réalisation d'études nous permettant de définir l'ensemble des aspects du projet dans un niveau de détail compatible avec une instruction administrative de notre dossier par les services de l'État. L'instruction comprend également une enquête publique qui vient clôturer une phase de consultation continue. Enfin, si la réponse des services de l'État est favorable, s'ouvrirait alors une dernière phase d'études qui concerne les études de détail permettant à développer la construction et l'exploitation de nos unités. La phase de construction s'étalerait alors sur près de 2 ans, permettant une mise en service fin 2027. Et enfin, RTE, s'il me permettait d'en dire 2 mots, ont également un calendrier avec plusieurs temps répartis entre des temps d'études, d'instruction administrative et de construction permettant le raccordement de nos unités au réseau d'électricité nationale. Je laisse à présent la parole à Manuel qui pourra aborder le budget prévisionnel. Merci beaucoup, Ralil. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, un projet de cette nature-là est un projet qui prend du temps et qui se construit dans la durée, mais c'est aussi un projet qui a un coût extrêmement élevé, puisque aujourd'hui, on est sur un budget, sur des estimations 2023 à 700 millions d'euros. Ça fait de ce projet l'un des grands projets industriels qu'on va pouvoir voir se réaliser dans les années qui viennent, avec un élément extrêmement important, c'est finalement quelles sont les étapes. Ah, je ne ferai pas de remarque au RTE, je ne me permettrai pas. Merci beaucoup, ça marche toujours, super. Avec quelques éléments essentiels, comment est-ce que ce projet est financé ? À chaque phase de ce projet correspond une phase de financement. Et je pense qu'il est important de
sans rentrer dans les détails, vous en donner les grandes clés. Tout d'abord, les phases d'avant-projet, 2022, 2023, les 2 années qui viennent de s'écouler, ont été des phases qui ont été financées sur la base des fonds propres d'Élise Énergie. C'était un travail qui a effectivement requis à la fois des gens, à la fois des études, et finalement, c'est l'entreprise qui a porté cette part-là. Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, le coût des études, le coût des travaux à engager va augmenter pour atteindre finalement les coûts de construction finaux. Et donc, ces différentes phases vont s'étager avec ensuite, pour la partie des études de base, toujours les fonds propres d'Élise Énergie, le recours à des partenaires et en particulier à des fonds d'investissement d'infrastructures, et puis une base de prêts bancaires qui vient compléter ce trio de financement. Et c'est de la même manière sur la partie d'études de détail et sur la partie qui se termine au moment où on démarre la construction, puisque c'est là qu'on engage la totalité des fonds du projet, qu'on va retrouver encore une fois cette structure-là, toujours une part de fonds propres d'Élise, puis une part de fonds d'infrastructure, et puis une partie de recours à du financement bancaire. Voilà, je crois que je vous en ai dit l'essentiel, on vous en a dit l'essentiel même, excusez-moi. On arrive maintenant au temps des questions. Diane, je te laisse introduire. C'est exactement ça. Merci à toutes et tous de vous être prêtés à cet exercice qui n'est jamais simple, l'art de la synthèse, mais en même temps vous apporter suffisamment d'informations. Comme on s'y est engagé, c'est important de maintenant faire reposer la patte et de prendre le temps de poser des questions complémentaires à nos intervenants si vous le souhaitez, au-delà de temps privilégiés qui pourront vous être proposés évidemment à l'issue de cette première réunion. Mon collègue est en fond de salle. Comme on vous l'a dit, effectivement, nous sommes à la fois retransmis, mais aussi enregistrés pour que ce moment puisse être consultable en d'autres temps. Donc, celles et ceux qui souhaitent poser des questions, je vous invite à vous manifester de manière à ce qu'on puisse vous apporter un micro. Vous présenter ou non, ça c'est vous qui pouvez choisir. Nous avons monsieur sur la gauche. Bonjour, Vincent Berton. Ma première question portait sur l'électricité bas carbone. On parle d'électricité réseau ou c'est l'électricité qui est fléchée? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez redire le dernier mot si je l'ai mal entendu? J'ai dit fléchée. Est-ce que c'est l'électricité qui est fléchée à partir de certaines sources, c'est-à-dire ok, en équivalence, J'ai compris ou est-ce que c'est de l'électricité réseau avec le niveau carbone du réseau? Alors, je vais inviter nos intervenants à répondre aussi de la même manière avec le micro, s'il vous plaît. Deux éléments de réponse. Le projet sera intégralement raccordé au réseau. Et ça, la raison pour laquelle aujourd'hui RTE est notre co-Césin sur cette opération-là. Ensuite, sur la nature de l'électricité, d'où vont provenir les électrons. Une partie des électrons vont venir du parc électronucléaire français et du mix français, donc tel qu'on peut le connaître et qui se décompose avec effectivement une grande majorité de nucléaire, d'où le fait qu'il est bas carbone. Et puis une partie de l'approvisionnement viendra de la part de ce qu'on appelle des PPA. Donc je suis désolé du terme anglais, je vais essayer d'être un petit peu plus didactique là-dessus. Ça viendra d'opérations de production d'énergie renouvelable de type solaire et éolienne. Du réseau. C'est le mix réseau au final. Non, c'est pas que le mix d'accord. réseau. Vous en aurez une partie qui sera effectivement le mix réseau et une partie où il y aura des opérations spécialement fléchées, donc pour reprendre votre terme, puisque je crois que c'est le terme que vous utilisez, qui viendront effectivement. Donc on aura une empreinte ENR, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est obligatoire dans le cadre de ce projet. Si on veut respecter la réglementation européenne, il y aura une part d'ENR qui viendra alimenter ce projet, qui sera supérieure à la part d'ENR qui aujourd'hui est présente sur le réseau quand on utilise simplement le courant. On va prendre le complément de... Pour préciser que RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Donc, ce n'est pas la fourniture de l'électricité. C'est l'infrastructure de transport. De réponse ici. Oui, bonsoir à tous. Benoît Decour, je suis un des associés d'Élise. Je suis en charge de la partie durabilité notamment. Donc, je pense que pour répondre à votre question, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il faut distinguer la dimension physique, et c'est ce qui vient d'être rappelé en matière d'électrons, et puis les contrats commerciaux qui vont nous lier avec une fourniture d'électricité. Et effectivement, ces contrats commerciaux vont être souscrits auprès de deux types de production. La production ENR, avec des fermes solaires, des fermes éoliennes, peut-être de l'hydroélectricité, et puis le parc électronucléaire.
pour la partie ENR, on a effectivement les contrats d'approvisionnement électrique, les PPA en anglais, qui ont été évoqués par Manuel. Sur la partie nucléaire, il y a eu des annonces récentes de la part du gouvernement sur les futures modalités entre des industriels d'une part et la production d'autre part. Donc on attend de connaître le détail des modalités. Mais ce qui est important et essentiel de comprendre, c'est qu'on est sur des projets qui n'ont un sens que si on décarbone, et ils ne décarbonent que si l'électricité est elle-même bas carbone sur son empreinte. On a, nous, une obligation réglementaire qui est de démontrer qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre de notre produit en cycle de vie d'au moins 70%. C'est ce qui fera la nature, et la valeur, la viabilité de notre projet. C'est la Commission européenne qui a défini ce seuil par rapport à une référence fossile. Et ces moins 70%, pour pouvoir s'en prévaloir, vont être validés par des tiers, par des organismes de certification qui vont venir vérifier que l'on respecte à la fois les modalités de calcul, et vous pourrez échanger sur ces points-là qui ont été définis de manière assez précise par la Commission européenne dans ce qu'on appelle des actes délégués, qui expliquent comment on calcule cette empreinte carbone, et puis qui vont ensuite vérifier qu'on respecte concrètement tous ces engagements. J'espère que ça répond à la question. Avons-nous une autre question? D'autres questions? J'ai osé le pluriel, malgré aucune main qui se lève. Mais merci, monsieur. On vous écoute. Merci, bonsoir. J'avais deux interrogations. Vous parlez d'une consommation d'eau de 2,7 millions de mètres cubes par an. C'est non négligeable dans une période où l'eau est appelée à manquer, peut-être, enfin dans une ressource qui est à la baisse. Donc, je voulais savoir si vous n'aviez pas des craintes sur la fourniture dans cette eau-là. Et puis, ma deuxième question, c'est le bilan énergétique. Le processus qui a été évoqué ce soir nécessite une production d'hydrogène, une captation de CO2, plus le processus final. Ça fait beaucoup de procédés, quelque part, qui s'additionnent en termes énergétiques, en termes de dégagement de chaleur, en termes de pollution, peut-être aussi. Et je voulais avoir des informations là-dessus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Premier sujet sur la question de l'eau. On a évoqué effectivement un chiffre, mais Khalil, tu as évoqué aussi d'autres éléments sur les ambitions aussi par rapport à ce sujet, les alternatives qui y sont liées. Je te laisse peut-être rappeler et compléter ce point. Oui, absolument. Donc en fait, si je comprends bien votre question, c'est y a-t-il des craintes sur l'approvisionnement de la ressource en eau? Ça, c'était pour votre première question. Donc effectivement, 2 700 000 m3 d'eau est un volume qui est aujourd'hui à la portée de la plateforme en termes de consommation, si l'on reste sur un périmètre dit industriel. Effectivement, le sens, si je comprends bien le sens également de votre question, c'est quels sont les enjeux derrière par rapport à l'évolution de la ressource et de sa disponibilité. Aujourd'hui, de notre compréhension, est qu'il y a un plan territorial de gestion de l'eau qui est en cours de discussion et bientôt sera-t-il validé en préfecture. Dans le cadre de ce plan territorial de gestion de l'eau, nous nous inscrivons dans la même trajectoire que celle du GIE, à savoir vers une réduction au maximum de cette consommation. Ce qu'il est d'abord essentiel de dire, c'est qu'aujourd'hui, au stade du projet, cette valeur-là est liminaire et que les études nous permettront de l'affiner et de la baisser. Ça, c'est un premier élément. Et comme je l'ai dit effectivement lors de la présentation, nous avons comme ambition et comme objectif de ne pas aller la prélever directement dans une source souterraine, mais de travailler en collaboration avec le GIE et avec les industriels de la plateforme pour pouvoir récupérer une certaine eau de qualité industrielle, de refroidissement, pour notre propre procédé. Donc finalement, la combinaison de deux facteurs, que sont l'approfondissement des études qui vont nous permettre normalement de réduire ce besoin intrinsèque de prélèvement, conjugué au travail que nous aurons à mener avec les industriels et qui nous tient à cœur, va nous permettre, nous l'espérons, d'atteindre un objectif de 0
mètres cubes prélevés. S'il était possible de le faire techniquement. Attendez, monsieur, excusez-moi, on va vous passer un micro pour que votre propos puisse être conservé et entendu. J'ai bien entendu que vous souhaitez récupérer une partie de l'eau rejetée dans l'environnement, Oui. mais cette eau qui va être captée, les 2,7 millions de mètres cubes, eux, ils vont être consommés. Ils ne seront jamais rejetés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais dans un cas, on reprend de l'eau qu'on rend à la nature quelque part, Oui. après un procédé Oui. technique, Oui. et de l'autre côté, on consomme cette eau. Donc finalement, ça revient à un manque dans l'environnement. Vous avez raison, je comprends mieux votre question. Effectivement, il y a deux niveaux de lecture. Il y a d'abord le premier qui est celui du prélèvement brut. Donc, en recyclant l'eau prélevée par d'autres industriels, nous ne venons pas rajouter un stress supplémentaire, si tant est qu'il en était un, sur le prélèvement. Les 2,7 millions, si l'on rentre un petit peu dans le détail du projet, les 2,7 millions, un septième, donc à peu près entre 10 à 15% de cette eau, devrait être utilisé pour la transformer en hydrogène. Le restant, à peu près 85% de la ressource, est nécessaire au refroidissement des systèmes industriels. Donc cette eau est naturellement rejetée dans le milieu industriel, dans le milieu naturel, pardon. Donc finalement, ce n'est pas 2,7 millions de mètres cubes qui sont prélevés de façon nette, c'est 85%, c'est 15% de cette eau qui est prélevée de manière nette. C'est-à-dire qu'à peu près 2,4 millions sont rejetés à l'environnement. Quoi qu'il arrive, ces 2,4 millions à peu près sont rejetés à l'environnement. Ce que nous proposons, c'est que ce ne soit pas prélevé de façon supplémentaire par rapport au prélèvement déjà actuel, c'est que nous venons dérouter en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, une eau qui allait être de toute façon rejetée au milieu naturel pour notre propre usage avant de la rejeter dans l'environnement. Il y a une consommation d'eau quand même dans la captation du CO2 et puis dans le processus final de la fabrication de l'méthanol aussi, non? La consommation d'eau, je dirais procédée, ne concerne que la production d'hydrogène. La molécule d'eau H2O doit pouvoir être scindée en deux, gaz, l'hydrogène et l'oxygène, et c'est finalement ce 15% que j'évoquais tout à l'heure qui ne pourra pas être rejeté au milieu et qui sera transformé en hydrogène. Je n'ai pas fait le calcul de tête, hein, mais il pourrait y avoir 2,4 millions qui seraient finalement rejetés au milieu naturel. Vous avez une deuxième question, par contre? Oui, et Benoît va apporter un élément de réponse sur le sujet du bilan énergétique des procédés. Oui, merci pour la question. Donc, sur le bilan énergétique, d'abord, pour vous répondre, effectivement, je pense que vous avez raison. C'est physique, hein, et quand on a des éléments de transformation de l'énergie, on a une consommation d'énergie. Donc, pour répondre de manière très concrète, le bilan en matière de rendement énergétique est de 40% à peu près. Et le point, nous, qui est important pour nous, c'est qu'on a bien conscience de cet élément-là. Et c'est spécifiquement pour cela qu'on réserve ce type de molécules vers des secteurs qui n'ont pas d'alternative. Et c'est un peu les éléments qui ont été évoqués lors du propos introductif de Pascal. C'est qu'on a une forme d'ordre de mérite des leviers de décarbonation. Donc, l'efficacité énergétique et la sobriété, les changements d'usage, c'est le premier. C'est une énergie qu'on n'utilise pas. Ensuite viennent d'autres leviers, typiquement sur les molécules qui sont les nôtres. Certains, dans d'autres pays, imaginent les utiliser pour nos véhicules individuels. Nous, on considère que ça n'a aucun sens parce qu'il y a justement des solutions qui sont plus efficaces énergétiquement, à commencer par les véhicules électriques à batterie que vous pouvez connaître. Parce que pour le coup, la chaîne d'efficacité est plus importante. En revanche, pour les secteurs qui ont été mentionnés, on pourrait évoquer d'autres comme le transport aérien, on n'a pas de solution alternative à part les changements d'usage et la sobriété et l'efficacité énergétique pour répondre aux besoins qui existent aujourd'hui et qui continuera d'exister quel que soit son niveau demain.
Et donc, il faut apporter des solutions. Et ces solutions passent par des molécules bas carbone. Et donc, nous, notre travail dans ce cadre-là, c'est d'apporter des solutions parce que quand vous regardez les rapports typiquement du GIEC, ils le disent très bien. Si on veut être au rendez-vous des 1,5 degrés de l'accord de Paris, il faut tout décarboner, même le plus difficile, et il faut le faire maintenant. C'est les deux grands messages. Et nous, on espère modestement contribuer à une partie sur les usages qu'on a évoqués, et on le fait avec le souci, et c'était le sens derrière quand on parle de synergie industrielle, on parle d'efficacité énergétique. C'est comment on essaye de récupérer la chaleur qui peut être perdue ici, etc., etc. Donc on essaye de réduire ce chiffre. Néanmoins, c'est vrai, vous avez raison, le rendement, il est ce qu'il est. On peut l'améliorer un peu, mais il reste ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'on le restreint à certains usages extrêmement spécifiques. Merci Benoît, on va récupérer le micro. Juste avant de vous donner la parole, monsieur, aucun problème, j'ai bien noté. Ah, c'était pour répondre à... Alors, on va juste demander à monsieur de parler dans le micro pour son complément de Merci. question. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous venez de dire, la petite comparaison avec les véhicules électriques? La comparaison avec les véhicules électriques, c'est que pour le routier typiquement individuel, on a une efficacité qui est bonne. Pourquoi? Parce que l'électricité, on la connaît, vous mettez ça en entrée. Un véhicule électrique, un moteur électrique est plus efficace qu'un moteur thermique. Donc c'était simplement cet exemple-là. C'est-à-dire que si vous imaginiez utiliser du méthanol dans une voiture, vous auriez le rendement énergétique que j'ai mentionné plus le moteur thermique. Et donc ce serait peu pertinent puisqu'on a une solution alternative, le véhicule électrique à batterie par exemple, plus efficace. Donc c'était simplement pour illustrer la question de cet ordre de mérite quand on regarde les chaînes d'efficacité énergétique pour répondre à la question initiale. Alors, complément de monsieur Frossard. Non, pas vraiment complément, mais juste pour vous rappeler, donc on est effectivement sur un forum de lancement, donc il y a beaucoup de sujets qui ressortent déjà, c'est super. Voilà, sur l'eau notamment, on a vu à la réponse d'Élise Énergie que c'est un sujet complexe, avec beaucoup de données à voir. On n'aura pas le temps de l'aborder tout ce soir, mais effectivement, vous rappelez qu'il y a effectivement un temps spécifique sur cette question de l'eau. Donc, à vous inviter à bien venir pour effectivement qu'on puisse aller dans le détail de cette question qui est vraiment un enjeu stratégique pour le projet. Et effectivement, donc voilà, qu'on puisse prolonger dans le détail ces discussions en format plus atelier. Merci, effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises et nos intervenants ont martelé pour être sûr que vous soyez présents avec nous. Donc, les invitations et les rendez-vous sont pris. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ou est-ce que nos intervenants ont finalement réalisé un peu l'exploit de rendre tout ça intelligible et dans une efficacité de temps? J'allais dire c'est votre dernier mot, mais du coup, on vous écoute, monsieur. Je me lance une dernière fois. Une question sur les facteurs de charge, à savoir que est-ce que de l'électrolyse, surtout sur la partie électrolyse, puisque c'est elle qui va consommer la majorité de l'énergie, je suppose, quel est le facteur de charge donc, au niveau annuel, la répartition de la consommation? Et j'ai calculé que vous alliez avoir besoin uniquement sur la partie hydrogène d'1,45 TWh par an. Ce qui correspond, là je me place localement, ce qui correspond à 2 mois de production d'un réacteur de la centrale de Saint-Alban. 2 mois de production à temps plein d'un réacteur de Saint-Alban. Quelles conséquences locales demain, quand le Rhône sera en surchauffe et quand l'augmentation des besoins, qui ne sont pas uniquement dus à l'industrie, mais les besoins en général, quand on nous imposera une nouvelle tranche pour pouvoir couvrir l'augmentation de ces besoins? Je vais déjà apporter une première réponse claire sur le facteur de charge. Le facteur de charge sur lequel on travaille actuellement, c'est 8000 heures de fonctionnement par an. J'imagine que c'était ça que vous attendiez. Et donc, ouais, bien sûr, sans aucun problème. C'est le nombre d'heures pendant laquelle l'unité de production appelle de l'énergie. Donc, en fait, le facteur de charge d'une ampoule qui fonctionne du matin, qui fonctionnerait toute la journée, ce serait 24 heures.
il y a 8760 heures dans une année, donc le facteur de charge maximum qu'on peut avoir, c'est 8760 heures. On aurait quelque chose qui fonctionnerait en permanence. Le type d'opération que nous envisageons dans le cadre du projet Emeraude est une opération où on va fonctionner le plus possible en base. Donc, votre calcul, d'ailleurs, sur la consommation est plutôt juste et on aura l'occasion, si vous souhaitez, de pouvoir approfondir dans le cadre des différents ateliers. Mais l'ordre de grandeur que vous indiquez là est le bon ordre de grandeur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à quel moment, finalement, on va avoir des problématiques d'interruption de la fourniture. Là, on rentre dans une vraie problématique d'alimentation. Alors, peut-être un élément de la part de RTE pourra compléter, mais déjà un premier élément, on nous demande d'être interruptible à certains moments. C'est-à-dire qu'on sait que dans certains pics de consommation, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, même si on essaie d'anticiper au maximum, il faudra peut-être arrêter certains équipements. Nous tenons compte de ce sujet-là dès le design de l'opération pour pouvoir justement nous interrompre si c'est nécessaire. On espère que ce ne sera pas le cas, parce que les objets industriels n'aiment pas être arrêtés, mais néanmoins, si c'était nécessaire, par conception, au départ, et aussi parce que ça nous est demandé, et parce que c'est aussi une contrainte, c'est quelque chose qui est intégré. D'où les 8000 heures. Oui, je vais me permettre, sauf si vous voulez prendre la parole, un complément de réponse, parce qu'on a apporté une réponse, disons, factuelle sur les premiers points, mais derrière, si je comprends bien, c'est évidemment la question de l'allocation des ressources, une nouvelle fois, mais de l'allocation d'une autre ressource qui est précieuse, on le sait, qui est l'électricité bas carbone. Donc, au-delà de ce que j'ai déjà pu dire sur l'eau qui s'applique sur l'électricité, pour vous rassurer, nous, on s'inscrit évidemment dans les travaux qui sont menés en termes de ce qu'on appelle le bouclage électrique par la France. Donc, il y a un travail qui s'appelle la Stratégie française énergie-climat, SFEC, qui se décline ensuite dans 3 grands documents. La Stratégie nationale bas carbone, qui est comment on fait pour être au rendez-vous de l'ambition carbone de la France qui a été rappelée tout à l'heure, la neutralité 2050, et puis des étapes intermédiaires en lien avec la Commission européenne. La loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la loi énergie-climat. Ces travaux de scénarisation, entre guillemets, laissent la place à ce projet pour exister, dans le cadre existant. En tout cas, c'est des éléments qui sont publics, que vous pouvez, pour un certain nombre d'entre eux, retrouver sur Internet et puis qu'on pourra essayer de mettre à disposition en réponse à vos questions. Il y a également un travail qui a été rappelé tout à l'heure par le RTE de prospective, qui s'inscrit également dans cette dimension-là. Et ce travail-là, il fait quoi? En fait, il regarde les besoins d'un côté. Donc, on a évidemment des besoins quasi primaires qu'on a tous ici. Et puis ensuite, on a des besoins qui sont déclinés de décarbonation, avec là encore un travail qui a été mené notamment par un organisme qui s'appelle le Secrétariat général pour la planification écologique, qui fait ce travail. Et nous, on s'inscrit, on est un tout petit bout de ce travail-là, dans ce qu'ils appellent les RUN, par anglicisme intégré à l'exercice français. Et il y a aujourd'hui la place pour ce type de projet parce qu'il s'intègre dans la stratégie de décarbonation qui est portée par l'État et qui s'intègre donc dans cette stratégie française énergie-climat. Je ne sais pas si ça répond pleinement ou partiellement à votre question, mais c'est un premier élément de réponse dont on peut continuer de discuter, évidemment. Merci beaucoup, Benoît, pour cette réponse. Comme ça a été dit et comme je le pressens, les questions vont continuer à être posées, mais sans doute pas au micro. Lors de cette première partie, je fais un dernier appel pour être certain que toutes les questions ont été posées, en tout cas pour le moment. Avant de laisser un petit mot de la fin, parce que c'est l'usage, s'il le souhaite, au garant ou à l'équipe, vous indiquer quelques informations donc, sur la suite de cette soirée qui vous est proposée, qui devient un temps tout à fait libre, à plusieurs égards. Déjà libre en termes de durée, vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez, vous n'êtes plus otage d'une réunion plénière, mais aussi libre dans l'itinérance, dans la déambulation que vous pouvez faire de cette entrée de salle qui vous est proposée, avec, vous l'avez vu, des stands thématiques où on essaye
de cibler finalement quels pouvaient être les sujets qui vous intéressent et sur lesquels on peut zoomer avec l'aide des équipes d'Élise Énergie et d'RTE qui sont venus nombreux. On vous a affiché ici un certain nombre de points. Donc le projet dans sa globalité, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ce projet, les ressources qui ont été assez largement évoquées et sur lesquelles le stand pourra vous apporter des compléments, les études en cours, à venir, périmètre, méthodologie, le raccordement électrique avec les équipes RTE. Je vous invite à voir vraiment ce stand d'intérêt avec beaucoup d'éléments à manipuler, à regarder. Voilà, il y a de l'outillage pédagogique qui a été mis à disposition, donc il est vraiment très intéressant. Et puis plus globalement sur la concertation préalable, nous sommes à votre disposition collectivement, à la fois les garants, bien sûr, si vous avez des questions qui sont propres à leur intervention, mais aussi à l'organisation, votre inscription à d'autres ateliers ou votre besoin d'information. Mon équipe et moi-même sommes à votre écoute. Donc voilà pour ce temps qui s'ouvre, pour le rendre encore plus agréable et pour vous inviter à rester encore un petit peu avec nous. Quand même, vous allez retrouver rafraîchissement et gourmandise pour nous faire rester quelques minutes encore, discuter ensemble dans des conditions agréables de convivialité. Vous avez ici d'inscrit à la fois le rappel du site internet du projet où, j'insiste, tous les éléments d'information sont mis à disposition et les contributions peuvent y être déposées, évidemment. Des réponses seront apportées par le maître d'ouvrage aux différentes questions qui pourront être posées dans un délai de 15 jours. En tout cas, c'est un maximum que l'on se fixe aujourd'hui en fonction des contextes. Peut-être que ce délai pourrait être raccourci, mais voyons large pour ne décevoir personne. Voilà, pour ces premiers points, atelier, inscription, et puis plus d'échanges dans quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez un petit mot de la fin, messieurs? Allez, on vous laisse le mot de la fin. Déjà, juste pour remercier tout le monde, déjà pour les questions qui ne sont pas faciles à poser sur des sujets qui restent complexes. Et moi, je remercie aussi pour la clarté en fait, de la présentation et des réponses qui ont essayé d'être le plus claires possible dans une complexité quand même de processus industriels que l'on découvre. Voilà, donc merci à tout le monde. Et donc, juste pour rappeler ce que je viens de dire, mais voilà, important, donc on est sur une ouverture de concertation, donc mobilisez-vous s'il vous plaît à la suite, qu'on puisse vraiment faire vivre le débat et aller au fond des sujets, parce que voilà, on a un maître d'ouvrage, un porteur de projet qui est prêt à jouer cette sincérité aussi, d'aller au fond des choses, donc profitons-en. Et parlez-en autour de vous pour que voilà, mobilisez largement pour qu'il y ait du monde qui vienne. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le message. Merci. Je précise aussi que pour celles et ceux qui ne sont pas des adeptes du micro, il y a une boîte à questions qui est à disposition aussi dans le hall. Pour ça, vous pouvez continuer à questionner évidemment le projet. Parlez-en autour de vous. La réussite de cette concertation, c'est celle de la mobilisation du territoire. Donc n'hésitez pas, on vous attend nombreux, encore plus nombreux. Merci à tous. À tout à l'heure dans les stands.